pour lancer la discussion, est-ce qu'il y a quelque chose qui, lors de cette journée ou demi-journée, vous a interpellé, vous fait réagir, hein, vous avez envie de réagir sur une des interventions? Moi, je remercie beaucoup l'intervenant sur l'algorithme de Parcoursup, parce que j'ai enfin des arguments intuitivement. Je pensais bien que le tirage au sort, c'était bien. Et avoir des arguments pour parler de ça, c'est... Moi, je me suis interrogée en voyant l'origine extrêmement biaisée des recrutements à l'école polytechnique. Ça m'a donné envie de savoir si des études similaires étaient faites dans nos universités classiques. Et j'imagine que oui, mais j'y connais rien. Et voilà, je m'interroge, c'est-à-dire à quel point notre population estudiantine est... plus diversifiée, est-ce qu'elle l'est réellement, ou est-ce qu'il y a également des biais d'un autre genre? Voilà, ça m'intéresserait de le savoir s'il y a des études qui sont déjà faites sur le sujet. Alors moi, je réagirais aussi par rapport à Parcoursup, en fait. On n'a qu'un an d'expérience. Cela dit, en fait, pour l'essentiel, ça n'a, à Paris-Sud, à peu près rien changé à la typologie des étudiants. Voilà. Bon, assez peu. Ça a changé le taux de mention au bac en licence de biologie. Alors uniquement. Après, et en STAPS, uniquement. Ouais. Voilà. Il y a deux domaines où ça a changé des choses, c'est en STAPS et en biologie. C'est-à-dire les endroits où il y avait de la pression. Partout où il n'y avait pas de pression, ça ne change absolument rien. C'est-à-dire qu'à partir du moment, notamment, où on va pratiquement au bout de la liste des candidats, voire on va en phase complémentaire, c'est-à-dire qu'on va chercher des candidats qui ne nous avaient pas choisis, ça ne change rien, ce qui veut dire que on est à peu près dans le résultat qu'on avait avant. Voilà. Sur ce point-là aussi, moi, je peux tout à fait entendre que, après, d'un point de vue vraiment algorithmique, et si on creuse et si on regarde les choses d'une façon plus générale, il y ait un effet du tirage au sort qui conduit à quelque chose où finalement on a plutôt réparti la frustration qu'on l'a amplifié pour certains et au contraire totalement évité pour d'autres. Certes, donc ok, là on est dans une approche où on veut aller vers un résultat en termes d'accès. Alors j'ai peut-être basculé du côté de l'efficience, mais moi en tant qu'enseignant-chercheur, j'ai aussi une préoccupation sur et qu'est-ce qui se passe après. C'est-à-dire, finalement, certes, on a peut-être des étudiants qui sont un peu moins frustrés, mais en termes de résultats, je ne sais pas ce que ça va induire. Enfin, en tout cas, on sait ce que ça induisait avant avec APB, et ça ne marche plus là. On verra s'il y a des grosses modifications. Ça sera peut-être difficile à mesurer parce qu'en parallèle, on a cherché à développer de l'accompagnement. Donc, ça va être difficile à mesurer, ça. L'effet et l'évolution peut-être de la population, mais quand on n'a pas vu d'évolution de la population et qu'on a mis de l'accompagnement, on aura du mal à savoir si on a un effet sur les résultats des étudiants. Mais, ok, on a une égalité d'accès, mais ce qu'on voyait avant, c'est que derrière cette égalité d'accès, on n'avait pas du tout une égalité de résultats. Donc, on ne faisait pas tout ce qu'il faut. On donnait peut-être une égalité d'accès, mais on ne faisait pas tout ce qu'il faut derrière dans le fait qu'on continuait à creuser des inégalités quand même. Voilà, donc c'est peut-être pas le même problème, je mélange peut-être des problèmes, mais je ramène à une autre réalité qu'on a à l'université. Pas seulement l'accès. Oui, alors moi j'ai vraiment apprécié l'ensemble des exposés parce que j'ai appris beaucoup de choses et j'ai été aussi confortée dans ce que je pensais de Parcoursup, de ce que je tente d'expliquer à mes collègues que Parcoursup, ça va pas aider les étudiants, ça va pas les aider à s'orienter et à réussir leurs études, que c'est simplement que ça va, au contraire, les scléroser dans leur projection vers l'avenir. Et Sophie, c'est Sophie, hein, Orange l'a très bien expliqué tout à l'heure, puisque
Parcoursup et tout ce qui est l'orientation, la pseudo-orientation qui est mise en place, en fait, ferme des portes à un grand nombre d'étudiants. Alors, effectivement, c'est peut-être pas la population que nous on aurait reçue à Paris Sud, mais je pense qu'il faut regarder un petit peu à côté et pas oublier que nous, par la spécificité de notre université, en fait, on oublie quand même la plus grosse partie des étudiants et des jeunes bacheliers qui vont arriver dans l'enseignement supérieur. Et effectivement, elle a très bien dit, c'est l'orientation. Alors, dans le -3 + 3, donc au lycée puis à l'université, c'est vraiment appréciation des risques, c'est que l'appréciation des risques d'échec l'emporte sur l'ouverture des possibles. Et moi, je trouve que ça, c'est extrêmement grave pour des jeunes qui ont... quand ils commencent à faire leur choix, ils ont 16-17 ans. Et je trouve ça gravissime. Peut-être si je peux rebondir juste sur l'égalité des chances, parce que moi je suis pas tout à fait d'accord sur la façon dont on présente c'est ce truc scandaleux qui est l'échec en licence, qui est forcément de la faute de l'université et parce qu'on s'occupe pas bien des étudiants et quand on regarde bien les chiffres, oui, il y a un problème de défaillance des étudiants. En général, les étudiants qui réussissent pas, c'est des étudiants qu'on ne voit pas. Ils sont pas. Moi, j'enseigne en L1. Ils sont pas dans les amphis. Ils se présentent pas aux examens. Ils viennent pas en TD. Alors, on peut mettre en place tous les dispositifs d'accompagnement qu'on veut. À mon avis, c'est pas au niveau de l'université qu'il faut traiter ce problème. Et si on regarde bien les chiffres, j'avais étudié le rapport sur les résultats de 2017, je crois, qui est publié par l'université chaque année, qu'on fait un peu des statistiques dessus. On se rend compte qu'un étudiant qui est présent à l'université, si on compte que les étudiants qui sont présents, éventuellement ils redoublent, d'accord. Le taux de réussite à la fin en licence sur 4 ans à Paris Sud, c'est 80%. Si on enlève les étudiants qui sont absents, on n'est pas en biologie. Non, ça c'était les chiffres. C'est les chiffres sur toute la licence. C'est pas grave. On n'est pas très loin. Mais donc c'est peut-être pas 80%, c'est peut-être 70%. Mais c'est plus que l'image qu'on a. Voilà, c'était pour relativiser un peu. Et donc ça, je pense que c'est une question qui est pas toujours abordée. Alors c'est très bien de mettre en place de l'accompagnement. Et je pense que effectivement notre objectif c'est de viser les étudiants qui sont présents et qui sont en difficulté. Et c'est ceux-là qu'il faut amener. Mais par contre, la question qui n'est jamais posée, c'est quel accompagnement on met en place pour les étudiants qu'on ne voit jamais à l'université. Et ça, c'est, à mon avis, pas une question qui relève uniquement de l'université. Je pense que, une des volontés de Parcoursup, et je suis pas du tout sûre qu'elle se vérifiera, c'est par l'orientation de diminuer cette proportion d'étudiants qui se retrouvent à l'université sans y avoir quelque chose à y faire, et on nous vend, en tout cas, je pense qu'on nous vend que Parcoursup a cet objectif pieux, et que peut-être on en aura la démonstration, et peut-être on en aura et peut-être on verra l'effet inverse, ou en tout cas un non-règlement de cette difficulté à laquelle on est confronté, qui est effectivement qu'on ne sait pas comment agir vis-à-vis de populations estudiantines qu'on ne peut même pas aider puisqu'ils ne sont pas là. Une question pour continuer dans le débat, et vous avez commencé à l'évoquer, c'est comment on fait évoluer l'université pour éventuellement réduire les biais sociaux ou les biais de genre, parce que l'université ne fait pas que perpétuer des inégalités préexistantes, elle peut aussi les renforcer. Donc, est-ce que vous avez des idées concrètement dans les formations, dans les UFR pour faire évoluer les choses ? Ah ouais, c'est gentil. Alors, franchement, là, je commence je ne me sens pas particulièrement pertinente sur cette question parce que
je n'ai pas d'éléments objectifs pour démarrer, pour y répondre sur, par exemple, il y en a, vous en avez peut-être plus que moi, et même j'imagine que dans cette université et dans d'autres, il y a des gens qui ont analysé ça et qui sont capables de quantifier un peu si dans certaines filières on amplifie des biais sociaux ou des biais de genre. C'est pas forcément un élément. Du coup, le fait que je n'ai pas nécessairement d'éléments pour répondre veut dire aussi que c'est pas une question qu'on a réellement intégrée, qu'on intègre dans nos discussions, nos réflexions. Enfin, aujourd'hui, je crois pas. Donc voilà, donc c'est un manque, clairement, et qu'il faut sûrement qu'on travaille. Mais j'avoue que là, je vois pas dans les travaux qui se passent à l'intérieur des UFR ou des formations, que c'est une question qui intervienne de façon très significative. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui s'en préoccupent pour autant. Après, des solutions, voilà, je n'ai pas spécialement d'idée si on part sur de la discrimination positive ou des choses comme ça. Alors, moi, j'ai beaucoup apprécié l'exposé précédent parce que justement, l'idée d'un revenu universel, moi je suis plus pour le revenu universel que simplement une allocation spécifique pour les étudiants, ça va dans le même sens. Hein. Je pense que déjà, ça serait une façon quand même assez facile, déjà, je pense, de réduire un certain nombre d'inégalités. Tu as parlé de Villetaneuse, la proportion d'étudiants qui travaillent. Je veux dire, nous aussi, dans nos filières, on a une forte proportion, notamment quand on accueille beaucoup d'étudiants extra-communautaires. On a une très, très forte proportion d'étudiants qui est obligée de travailler et qui sacrifient, je veux dire, leurs études parce qu'ils n'ont pas le choix. Et donc, si on pouvait, si ça pouvait se mettre en place, ça gommerait certaines inégalités. Alors moi, je suis un peu inquiète quand je t'entends parce que je me suis dit, Paris-Saclay, ils auront peut-être quand même réfléchi. On nous chamboule complètement. Paris-Saclay, je t'appelle. Non, moi, parce que si ça avait été moi, ça évoluerait pas comme ça. Mais comment faire évoluer l'université pour justement réduire cette fracture sociale, cette fracture de genre? On pourrait se dire, vu les fortes évolutions de notre université dans les quelques années qui viennent, moi j'aurais aimé que ce soit la base de cette évolution, la motivation de cette évolution. Bon, je sais bien que c'est pas ça la motivation première de l'évolution de notre université, mais ça aurait dû être ça. Parce que si on avait voulu vraiment mettre l'étudiant au cœur des préoccupations qu'on a, nous, enseignants-chercheurs et personnels de façon générale à l'université dans l'enseignement supérieur, ça devait être ça. Comment réduire les inégalités, comment pousser nos étudiants qui arrivent à l'université le plus loin possible dans ce qu'ils peuvent faire, dans ce qu'ils savent faire. Et là, j'entends que ça ne s'est pas posé la question et... Voilà. Alors, ça fait partie des 7 piliers qui sont donnés dans les messages de Paris-Saclay. Ils ne sont pas hiérarchisés, à ma connaissance, les 7 piliers. Voilà. J'ai répondu de façon très opérationnelle, en fait. C'est-à-dire, là, dans toute la démarche de mise en place, on va dire, de la version 0 de Paris-Saclay, il n'y a pas eu d'éléments et de projets concrets ou d'éléments introduits dans la construction des projets de formation, dans l'environnement, voilà, de façon concrète, de façon précise. Mais c'est pas une préoccupation complètement indépendante ou inexistante à Paris-Saclay. C'est exprimé dans les 7 piliers qui ont été communiqués de façon large, etc. Voilà. Donc j'ai répondu de façon très concrète à l'instant T. Et je suis complètement d'accord que l'idée ce que vous avez proposé serait une vraie avancée pour l'enseignement supérieur. Ça, j'en suis totalement convaincue. Tu veux réagir ? Oui, je voulais dire, il y a quand même des choses, des réflexions dans les équipes pédagogiques. On a eu beaucoup de discussions sur justement
le temps de présence à l'université, obliger les étudiants, et à mon avis ça c'est un facteur de réduction des inégalités, avoir des TD obligatoires, etc. Parce que les étudiants qu'on laisse en autonomie, c'est bien pour ceux qui sont autonomes quand ils arrivent à l'université. Et donc il y a ces discussions-là qui sont pour lesquelles on a des solutions. Et bien évidemment, à chaque fois, enfin les questions qui se posent, ce qui nous empêche de mettre en place des choses, c'est deux choses. C'est le statut des étudiants salariés, qui est problématique. Et la deuxième chose, c'est le coût. En termes d'encadrement, puisqu'on a quand même des fortes pressions, bien qu'il y ait eu des engagements dans le cadre de l'université, mais enfin, on n'est pas encore... on diminue actuellement, le nombre de postes d'enseignants-chercheurs est en train de diminuer. L'année dernière, l'université a gelé des postes. Donc, on n'est plus dans le non-remplacement on rentre dans le non-remplacement des départs à la retraite. Et donc, dans une situation comme... Enfin, c'est pas une situation favorable à l'aide à l'échec. Il y a une deuxième chose qui est faite, et cette fois-ci qui est faite par le rectorat. Moi, j'ai un peu analysé les candidatures des licences en la licence de biologie d'Orsay de l'année dernière, d'un point de vue un peu sociologique. Et sur ce qu'on voit, il y a un effet très clair, c'est que il y a des disparités entre les lycées sur les notes, sur les résultats scolaires. Cet effet est complètement gommé sur le rang de classement des étudiants du bassin d'attraction, donc des étudiants qui habitent. Et il est gommé par le fait que le rectorat réarrange un petit peu les classements pour tenir compte d'un certain nombre de boursiers, etc. Et donc ça, il y a clairement une discrimination positive qui est faite et qui est peut-être intéressante. Ces effets sont peut-être intéressants à étudier. Et puis le troisième point sur les discriminations, il y a quand même eu un gros travail de l'université sur la mission handicap. Alors je ne dis pas qu'elle travaille parfaitement, mais on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, des étudiants handicapés, c'est toujours compliqué, mais ils sont accueillis quand même dans des conditions qui sont, qui sont pas si mauvaises que ça. Par rapport peut-être, en tout cas bien meilleur que c'était il y a une dizaine d'années. Moi, je voudrais mettre un peu les pieds dans le plat parce qu'on a créé, on est tous en train de créer, moi comprise, toi aussi, un système à double vitesse sur l'université Paris-Saclay avec des licences sélectives et des licences qui ne le sont pas. Elles sont mises en place, je pense, par des gens en qui on peut avoir confiance quant à la volonté de ne pas accroître les inégalités, mais on est tous en train de créer la boîte de Pandore qui, à un moment ou à un autre, pourra aboutir à une augmentation potentiellement dramatique des inégalités, justement par le système de l'amplification et par le système de l'amplification via la ségrégation. Et qu'on met en place en ce moment le système qui va permettre de ségréger et donc d'amplifier encore plus entre les populations les inégalités de départ. Enfin voilà, c'est une opinion personnelle. Au-delà de ça, sur le fonctionnement plus classique dans les licences non sélectives, tout à fait basiques à l'université, moi, le facteur d'inégalité qui me frappe le plus dans mon quotidien d'enseignante, c'est indépendamment du parcours intérieur des étudiants que je ne connais pas, indépendamment, ils arrivent avec un bagage extrêmement inégal dans la capacité à manier le langage et la langue écrite et la langue orale. Et moi, j'enseigne la biologie et on pourrait se dire que c'est pas forcément indispensable, mais c'est totalement indispensable dans l'acquisition de la logique analytique, dans la démarche scientifique en soi. Et ça, j'ai pas tellement de solutions, c'est-à-dire sur comment est-ce qu'on peut réduire cette inégalité très prégnante au démarrage, qui est un frein
terrible pour toute une partie de nos étudiants, tout à fait cérébrés comme d'autres et tout à fait capables et intelligents et pouvant potentiellement aller très loin dans leurs études, mais pour qui la manipulation de la langue est un problème pour pouvoir avancer. Et pour moi, c'est une question, alors évidemment, qui ne repose pas que sur les épaules du supérieur, on arrive tard, mais qui doit se poser bien avant et qui doit faire partie des arsenaux. Ouais, j'ai un terrible doute. En tout cas, des dispositifs à travailler en amont pour la réduction de ces inégalités. Il n'y a évidemment pas que ça, hein, c'est certain. Mais en tout cas, vraiment, à l'université, ça me frappe dans mon quotidien. Donc, vous l'avez compris, l'idée était que dans cette table ronde interviennent des gens de l'université qui mettaient les mains dans le cambouis des formations pour discuter de la sélection. On peut aussi passer à une interaction avec la salle, hein, si vous avez envie de réagir, hein, et envie de poser des questions aux personnes. En écoutant la demande de Morgane d'avoir des chiffres, en vous écoutant toutes les quatre, c'est presque un aparté, mais qui concerne tout le monde. Il y a 2 ans, quand on a fait le d'Alembert sur le temps dans le travail académique, où on avait montré une enquête limitée, grâce au président de la MSH qui était là parce qu'il a eu la proposition, était venue l'idée d'étendre le travail qu'on avait commencé à faire d'enquête auprès d'un certain nombre de collègues, de l'étendre à tout Paris-Saclay et de créer un groupe de travail. Et ce groupe de travail, il existe. C'est-à-dire, on se réunit vendredi, on doit être 3 d'Alembert et puis des sociologues qui avaient parlé. Donc c'est un appel aux collègues qui sont encore là, sociologues. Des sociologues qui avaient parlé au colloque. Et donc d'Alembert est co-organisateur, je ne sais pas, ou parrain, ou d'un groupe de travail qui essaye depuis 1 an maintenant vraiment de penser, de penser à des enquêtes, à la fois donc avec des gens d'Alembert qui sont tous sauf des professionnels de ça, et puis des sociologues. Et en écoutant cette demande, je me disais, mais on a mis du temps à le faire, hein, est-ce que ça vaudrait le coup que d'Alembert parraine un groupe totalement informel, mais de gens du terrain, nous, avec des envies, des exigences, et des professionnels, des sociologues de l'éducation, des économistes, pour essayer, alors peut-être pas la prendre tout Paris, enfin en même temps je sais plus, Paris Sud ça va plus exister, donc je ne sais pas à quel niveau, en même temps on est tous de la fac d'Orsay, donc est-ce qu'on prend juste la fac d'Orsay pour commencer, est-ce qu'on prend tout, j'en sais rien Isabelle, mais et si on prend tout, est-ce que ça pourrait être intéressant de lancer ça pour répondre à Morgane, c'est-à-dire si de telles études, et puis que ce que Christine a commencé à faire, si de telles études n'existent pas sur une institution comme celle-ci, Paris, Fac d'Orsay ou Paris-Saclay, est-ce qu'on a envie de mieux connaître pour transformer, pour veiller à la boîte de Pandore, et donc d'avoir une meilleure connaissance de la réalité de nos étudiants, Alors, en même temps, sur ces choses-là, c'est-à-dire les étudiants salariés, il y a ceux qui se déclarent ou pas, mais il y a le service de scolarité aussi. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un des services de scolarité. Ils ont des données, eux. Donc, voilà, c'était juste cette idée, comme je risquais de de la dire. Si ça tente, on a les coordonnées des collègues qui sont intervenus aujourd'hui. On pourrait essayer. Moi, je serais partante avec mon statut maintenant. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresserait de creuser. Et ce serait bien que d'Alembert soit à l'initiative. Je ne sais pas dans 2 ans ce que ça pourrait être, mais là, il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant. Christine, tu as commencé le boulot. Toi, tu as envie de la voir. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire ?
Mais c'était pas un apport à la table ronde. C'était juste du travail en plus. Il y a eu un rebondissement par rapport à ce qui a été dit sur cette question des inégalités en fait, parmi les étudiants et la manière dont l'université peut répondre à ces inégalités pour essayer de les compenser ou d'y remédier. Moi, j'enseigne en histoire des sciences en L2. Et donc moi je pense qu'il y a effectivement un problème. Alors Morgane évoque cette inégalité dans le langage, enfin dans la maîtrise du langage, etc. Alors là, effectivement, quand on leur demande des essais, on le constate. Enfin, donc. Et je soupçonne, je n'ai pas justement, bon, on voit bien qu'on a besoin de données plus précises, etc. Je soupçonne que c'est lié à des origines socio-culturelles et aussi des bacs. Ça serait intéressant de savoir. Je ne sais pas du tout quelle est leur origine scolaire, s'il y en a qui viennent de bac pro ou etc. Non, aucun. En biologie, c'est quasiment que des bacs. Alors moi, pour l'histoire des sciences, j'interviens aussi bien auprès de... Enfin, ça peut être des matheux ou des biologistes. En L2, 90% au moins sont des bacs S. D'accord. En tout cas, donc là, on parle des questions de remédiation. Je pense que, par exemple, cette remédiation, c'est besoin d'aide pour quand il y a des insuffisances comme ça qui sont constatées, qui sont effectivement très handicapantes. Et je pense, comme Morgane le dit, pas simplement en histoire des sciences. Hein. Il y a un lien entre ces solutions à proposer, et je suis sûre, l'origine sociale. Et là aussi où je vois, alors ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il y a un biais disciplinaire, c'est-à-dire que moi, les étudiants boursiers, je les vois parce qu'ils viennent me faire signer leurs feuilles. Hein. Donc on voit selon les TD. Alors j'en ai beaucoup plus en biologie. C'est mon vécu, hein, que en maths. Et donc là, c'est pareil, hein, plus on va vers les sciences moins dures, il semble, et plus il y a de boursiers. Donc ça aussi, c'est une observation. Les facteurs qui sont aussi c'est ceux qui viennent du fin fond du département. Ceux qui viennent de l'autre côté de l'Essonne ou de Créteil, ou etc., qui se tapent 2 heures, 3 heures, 4 heures de transport par jour. Alors, quand on parle du temps de présence sur l'univers, il y en a qui me disent, j'en dis, mais il faut que vous alliez travailler. Quand on les faisait travailler en groupe, maintenant on le fait plus, parce que comme on a des TD à 40, bon. Mais quand on les faisait travailler en groupe, on disait, retrouvez-vous à la bibliothèque, mais madame, il faut qu'on rentre chez... Enfin, voilà, donc il y a tous ces facteurs-là. Donc ça pose aussi la question de l'accès aux chambres universitaires. Enfin, donc c'est cet ensemble de choses auxquelles il faut qu'on réfléchisse si on veut apporter effectivement des réponses à cette cette forme de sélection sociale par l'échec. Oui, vous avez mis les pieds dans le plat sur les cycles sélectifs et cycles non sélectifs. Alors, je voudrais rajouter 1 ou 2 pieds dans le même plat. Est-ce qu'il y a une politique en fonction de ces cycles sur la question des frais d'inscription? Est-ce que les cycles seront à la fois sélectifs et payants, tandis que les cycles non sélectifs seraient non payants? Voilà, donc ça, c'est une première question. Et puis une deuxième qui est un petit peu liée quand même, c'est est-ce que vous avez une politique vis-à-vis des diplômes d'université, des diplômes d'établissement par rapport aux diplômes nationaux? Parce qu'il y a quand même une multiplication aujourd'hui des diplômes d'université qui ouvrent la porte à un certain nombre de pratiques qui sont problématiques, et en termes de coût des études et en termes de reconnaissance des diplômes. Voilà. Moi, je voudrais un tout petit peu rebondir sur la remarque d'Hélène pour commencer. Et puisque vous disiez aussi, donc oui, on a besoin d'analyse, en fait, de pouvoir réfléchir. Ce qu'on a commencé au niveau de l'université, c'est de travailler sur des enquêtes liées aux méthodes d'apprentissage. Donc, pas dans une optique d'identifier des liens et des effets de catégories sociales ou d'origine, etc., mais via les méthodes d'apprentissage et via finalement un questionnement de l'étudiant sur ses conditions aussi d'apprentissage, donc par exemple sur la distance, voilà, un certain nombre de questions comme ça, on voit bien en fait apparaître des liens assez évidents
Et cette approche de travailler avec eux sur leur méthode, enfin, de les interroger sur les méthodes d'apprentissage, c'est aussi l'idée de mieux identifier pour nous, finalement, quels sont leurs besoins. Puisqu'on part quand même d'un système où, effectivement, les étudiants accèdent à l'université avec des aptitudes de départ qui peuvent être extrêmement hétérogènes et où, jusqu'ici, alors, on n'avait pas une identification et un affichage clair de la façon dont on allait le prendre en charge. Est-ce qu'on le prenait en charge, plus ou moins explicitement, voilà. C'est cette question-là. Comment on traite cette question-là? On nous a donné quelque part le mécanisme des WICI, qui est pas si facile que ça à manier en réalité, hein, parce que il est un peu discriminant d'emblée des étudiants, ce qui n'est pas positif. Et puis on a fait ça vite entre le mois de mars 2018 et la rentrée 2018, donc on ne peut pas dire qu'on a pu objectiver, réfléchir, analyser quels étaient vraiment les besoins des étudiants. Donc la démarche qu'on a sur Paris Sud, Paris-Saclay, c'est par contre d'essayer justement de construire en fait une façon de raisonner autour de ça, et ce qu'on a démarrer de façon humble, parce qu'on a, enfin, voilà, avec ces questions de lien entre de la réussite et des enquêtes sur les méthodes d'apprentissage pour pouvoir déployer des moyens qui seraient mieux adaptés, proposer un panel d'aide à ces étudiants-là. Mais il faudrait enrichir ça, et pour l'enrichir, il faut effectivement pouvoir le faire avec des chercheurs du domaine de la sociologie, d'autres domaines probablement. Ce qui n'a pas le cas aujourd'hui. Voilà. Et je pense que ça ferait sûrement émerger les problématiques aussi liées à cette capacité à manipuler la langue. On sortira aussi ailleurs que c'est la capacité à manipuler des outils mathématiques, des choses comme ça, qui font que c'est un des arguments qui a conduit à la proposition Paris-Saclay. C'est pas le seul, on le sait. Mais c'est un des points qui est la limite de chercher à avoir une offre très homogène face à un public qui, lui, est très hétérogène. L'offre d'accompagnement et de formation. Ça, c'est la situation qu'on vit dans les formations de licence universitaire qui sont d'une construction très homogène. Donc, le projet inclut l'idée d'avoir des offres qui sont plus différenciées, qui se différencient dès le début. L'école de premier cycle d'un côté et... Il ne fallait pas que ce soit discriminant d'emblée pour l'école de premier cycle. Non, c'est le WICI, c'est le WICI ce que je veux dire. C'est le mécanisme WICI qui est encore autre chose. C'est ça qui est discriminant. Le premier point, c'est pas discriminant parce que ce qu'on a essayé de faire, c'est que c'était des projets de formation différents. C'est-à-dire que le projet qui est proposé, c'est pas au bout du compte d'arriver au même point plus vite pour les uns que pour les autres, ou avec une meilleure note pour les uns que pour les autres. C'est de leur proposer un projet différent, un ensemble de compétences différentes, voilà, et de connaissances différentes. C'est ce qu'on a cherché à faire pour ne pas renforcer le côté du projet qui introduit effectivement des formations sélectives d'accès post-bac. Le projet, c'est ça, des formations non sélectives et des formations sélectives. Le travail qui a été fait par la communauté, c'est de dégager derrière cette double proposition en post-bac, d'y mettre des projets de formation qui soient différents. Voilà, et de ne pas les afficher comme quelque chose qui était le moyen et le mieux. On ne leur propose pas d'aboutir, voilà, d'avoir c'est pas le même projet de formation, c'est ça qu'on a essayé de construire. Sur la question de sélectif et payant, on n'a pas encore défini ce que c'était les tarifs, hein, parce que ça ne se fait pas des années à l'avance, mais en tout cas, dans le projet qui se construit, il n'y a pas l'association à payant avec sélectif. Alors, la sélection, réglementairement, dans l'accès à l'université, est autorisée depuis la loi du 8 mars 2018.
dans le cadre de double diplomation. Et donc, c'est effectivement le cadre qui est utilisé, une double diplomation construite sur une licence et un diplôme d'établissement. Donc, ça veut double diplomation, donc potentiellement double inscription, et donc, mais à des tarifs qui sont du type de quand on s'inscrit dans une double licence, ce qui est déjà le cas, ça existe déjà à l'université, des entrées sélectives en double licence. Si je peux intervenir sur cette histoire de formation un peu séparée. Moi, j'ai l'impression, cette histoire de EUPC et de Université Paris-Saclay, on n'a jamais été consulté. On nous a dit que, moi, j'ai monté une formation qui est une double licence biologie-mathématiques. La sélection à l'université, elle existe. Elle existe. Les parcours différenciés existent aussi. Il y a une sélection en fin de L1 en biologie pour éventuellement rentrer dans les prépas concours. Il y a un parcours bio plus en L2. Donc les doubles licences, leur objectif, c'était juste de une sélection à l'entrée de l'université, c'est une sélection juste post-bac, parce que pour faire une double licence, on peut pas avoir des gens, on est obligé de démarrer avec des gens qui savent déjà travailler. Donc bon, on peut discuter de la question de la sélection, mais ça impliquait pas du tout. J'ai toujours pas compris pourquoi ça impliquait de mettre en place des espèces un truc à deux vitesses avec l'université Paris-Saclay d'un côté qui affiche une sélection post-bac et l'école universitaire de premier cycle qui va continuer à sélectionner. Elle sélectionne juste pas post-bac. Encore, il y a Parcoursup, mais elle discrimine post-bac. Et donc, c'est pas la même chose de la sélection, les mécanismes d'accompagnement à l'intérieur de l'EUPC. On réfléchit beaucoup, je suis d'accord avec toi, aux mécanismes d'accompagnement, proposer des formations différenciées, et c'est aussi une façon de lutter contre l'échec en licence. Mais ça justifie pas d'avoir créé quelque chose qui est volontairement sélectif, élitiste à l'entrée de l'université, qui discrimine les gens qui vont être à l'EUPC, des gens qui vont être à l'université Paris-Saclay. Et voilà. Et effectivement, je pense que c'est la coexistence de ces deux choses qui pose problème plus que la sélection à l'université. Oui, c'est ça. La sélection, on la connaissait. Oui. Au travers de double licence ou au travers dans d'autres composantes de double diplôme sous forme de licence plus diplôme d'université. C'est-à-dire ça existe dans Paris Sud depuis des années sur des flux faibles. On la connaît aussi dans les DUT. Donc de la sélection, ça existe. Et puis après, on sait que la première année, elle est sélective, par ailleurs, même si on n'a pas sélectionné en amont. Donc, voilà. Effectivement, il ne faut pas mélanger la sélection à l'université en tant que question et le modèle Paris-Saclay qui est qui est autre chose. Qui est autre chose et qui rajoute d'autres questions, en fait. Je suis d'accord. Ça rajoute d'autres questions. Et bon, voilà. Mais ce modèle, je ne l'ai pas créé non plus. Voilà. Il faut voir quelle est l'option. C'est-à-dire que la situation actuelle, c'est qu'il y a cette ségrégation entre les élèves de classe préparatoire et l'université. Et donc, dans le but de rassembler les grandes écoles et le système universitaire pour arrêter cette séparation complète, il y a cette tentative. Alors, effectivement, il y a un risque qui est pris, mais d'avoir quelque chose qui est au milieu des deux, qui est universitaire, qui est accessible vraisemblablement par plus d'étudiants que le système de classe préparatoire. Ce sera hyper sélectif. Ce sera hyper sélectif et ce sera en plus pour des petits effectifs, au moins dans un premier temps. Donc, je ne pense pas que ce sera... L'idée, c'est d'avoir une offre universitaire qui soit attractive, dans laquelle les étudiants qui seraient tentés d'aller en classe préparatoire pourraient décider de suivre une filière universitaire. Donc je pense que ça... Elles existent avant Paris-Saclay, elles étaient déjà créées, le modèle existe, on n'a pas besoin de... Le modèle existe, mais avec pas beaucoup de succès. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on regarde... On regarde, disons, le choix des parents et des étudiants en fonction
fonction de leur niveau scolaire. À l'heure actuelle, s'ils peuvent entrer en classe préparatoire, ils vont en classe préparatoire. Bien sûr. Et ça, c'est une évidence. Et donc, ce qu'on veut, c'est arriver au point où des gens qui ont vraiment la possibilité d'aller en classe préparatoire avec leur dossier disent non, je préfère aller à Paris-Saclay. Donc, c'est la tentative, ça peut échouer. Mais disons, au moins, c'est quelque chose qui n'est pas absurde comme principe, quoi. Et dans un projet où vraiment ce qu'on cherche à faire, c'est de réunir, disons, les grandes écoles et le système universitaire, disons, l'autre système, c'était le statu quo. Et le statu quo, honnêtement, moi, je pense qu'il ne fonctionne pas. Donc après, voilà, on peut rien faire aussi. Je pense que Paris-Saclay, tant qu'il y aura des classes préparatoires aux grandes écoles et des grandes écoles qui recruteront après les classes préparatoires aux grandes écoles, il ne faut pas se leurrer. Ce sera quand même la priorité des parents, parce que ce n'est pas forcément le jeune, mais en tout cas, ce sera la priorité des parents d'envoyer leurs enfants dans ces classes préparatoires aux grandes écoles. Et puis, on voit bien que pour ce qui marche, pourquoi les parents veulent envoyer leurs enfants dans les classes préparatoires aux grandes écoles, parce qu'il y a une idée de marque. Et que fait Paris-Saclay? Paris-Saclay nous bassine avec sa logique de marque et son leitmotiv de la marque. Pourquoi les jeunes vont venir à Paris-Saclay? Parce que soi-disant, il y aura une marque. Mais je suis désolée, la marque Paris-Sud, elle fonctionne bien. Il y a des doubles licences. On commence à avoir du recul sur justement les doubles licences, la visibilité de nos doubles licences. Moi j'en parle d'extérieur, parce que nous, on n'en a pas dans mon département. Ça va venir, mais je ne suis pas forcément très favorable. Mais bon, elle commence à marcher, elle commence à être visible, et là, on casse tout, puisqu'il ne faut pas se leurrer que dans le nouveau truc Paris-Saclay, ce ne seront plus des doubles licences. On va avoir une licence qui est dérogatoire par rapport au cadre national des licences. On va créer un truc qui n'existe pas ailleurs, donc qui va encore plus perturber le message qu'on veut donner aux parents. Parce que c'est les parents qu'on vise là, avec la marque Paris-Saclay, les licences, les classes prépa et les grandes écoles. Et là, on va perturber, on va complètement brouiller un message qui commençait enfin à passer. Moi, je voudrais ajouter quelque chose, c'est que dans la manière dont vous décrivez la chose, essayer d'attirer des étudiants qui, sinon, iraient en classe préparatoire, pourquoi faire? J'ai l'impression que c'est une vision assez utilitariste de l'université. C'est une vision peut-être qui se projette vers le recrutement dans les laboratoires, le recrutement dans les thèses, le rayonnement et la compétitivité internationale. Moi, je me positionne en tant qu'enseignante, et ma mission en tant qu'enseignante, c'est de former. C'est pas. Alors, j'entends bien l'intérêt de faire rayonner une université, qu'elle ait une visibilité internationale et qu'elle soit attractive, etc. Mais cette population qu'on va piquer aux classes préparatoires, on en a besoin à l'université. Oui. Et sinon, tu fermes le master de mathématiques, par exemple. Sinon, tu fermes le master de mathématiques, mais nous, en biologie, on n'en a pas besoin. Nous, en biologie, on a des étudiants qui se révèlent, j'allais dire qui se réveillent, c'était pas ce que je voulais dire, qui se révèlent au fil de l'eau. D'excellents biologistes émergeront alors qu'ils n'avaient aucune mention au baccalauréat. Et il y a quelqu'un qui se sent concerné là-bas, voilà. Et donc, je pense qu'on a cette possibilité de leur laisser leur chance, et à tous. Et de pas forcément être dans des velléités immédiates de sélection. Et moi, ce qui me pose problème dans le projet, outre la ségrégation, c'est la sélection post-bac, dans le cadre de ma matière, parce que d'expérience, je pense qu'elle n'est franchement pas indispensable. Alors, de modulo qu'il faut quand même avoir un petit background scientifique, etc. Mais je veux dire, la sélection à l'excès, de ne prendre que des mentions très bien, d'excellents dossiers dont on sait que ils ont été sélectionnés sur des critères qui sont les mêmes au cours du temps, au fil des études secondaires, puis qu'on va réappliquer à l'université. À l'université, en biologie en tout cas, on peut se permettre de laisser passer des dossiers très moyens. Et parmi ces dossiers très moyens, on aura des étudiants très bons, beaucoup, et qui alimenteront nos laboratoires et qui feront le succès et la réussite de nos laboratoires pour ceux qui feront des thèses derrière. En fait, suivant les disciplines, la compétition entre tous les dispositifs de l'enseignement supérieur n'est pas du tout la même. Et ce que tu décris pour la biologie, voilà, c'est la réalité. C'est totalement différent en mathématiques et en physique. C'est encore totalement différent en droit, par exemple, où il peut y avoir aussi en droit
dans un système universitaire, d'une grande université, l'idée d'une proposition d'offres non sélectives, sélectives, et dans le domaine du droit, aujourd'hui, la dynamique, elle n'est pas forcément une dynamique de double licence. Donc, et là, quelque chose qui va être une formation en droit accompagnée d'une ouverture sur d'autres disciplines, mais sans atteindre un niveau de licence en économie, en sciences politiques, etc., en parallèle, fait complètement sens. Ou entre le droit et sciences. Et c'est ça qu'on a, du coup, dans le système, essayé de rendre possible avec une organisation sous la forme de double diplomation qui n'est pas une double licence, qui est une licence et un diplôme d'établissement, ce qui permet d'accommoder toutes les situations. Voilà. Donc, on a aussi dans le projet Paris-Saclay, en fait, il y a aussi une volonté de répondre par rapport à la problématique des classes préparatoires plutôt pour certaines disciplines, mais c'est pas seulement les classes préparatoires, c'est l'idée que l'université, elle a à jouer dans une offre attractive pour des étudiants qui ont, soit qui iraient en classe préparatoire, mais surtout qui, de plus en plus, vont chercher aussi des formations à l'étranger. Et donc, il y a aussi cette capacité de répondre à des étudiants qui n'ont plus forcément envie des classes préparatoires parce que ça correspond pas au type de vie qu'ils projettent sur leur début d'enseignement supérieur. Et là, l'université, elle a, justement, par sa capacité d'ouverture sur la recherche, par sa capacité d'ouverture sur la pluridisciplinarité, tout à fait la possibilité de proposer des offres qui sont justement diverses. Et c'est aussi l'enjeu de cette proposition-là. Ouais, alors c'est une question de clarification par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Sur les doubles licences, moi j'en avais monté une aussi, avec 2 diplômes nationaux. Quel est l'intérêt d'avoir un diplôme d'établissement ? Voilà. Donc ça c'est. Oui. Non, parce qu'une double licence peut sélectionner. On n'a pas dès lors qu'on est double. Ça rentrait plus dans le modèle. Dans le nouveau modèle. Bon, et alors je prends justement pour compléter à Polytechnique, ils avaient un diplôme d'établissement qui a fait le fameux bachelor, sur lequel ils ont mis en place des tarifs à 13 000 euros. C'est le diplôme d'établissement qui permettait de monter les prix. Donc ma question, c'est ce que dans la logique, c'est ça la question qui est derrière. Et ce qu'a obtenu, et alors je comprends ce qu'a obtenu Polytechnique et ce qu'a obtenu Sciences Po, et je comprends absolument pas pourquoi les universités ne sont pas montées au plafond, mais très très haut. Ils ont obtenu le droit d'accorder le grade de licence à leurs étudiants. Aussi. Oui, Polytechnique, oui, mais ils ne l'avaient pas. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de monopole des universités sur le diplôme de licence qui est en train de voler complètement en éclats. Oui. Donc on est en train de mettre en place un marché de la licence. Oui. Parce qu'au niveau international, le diplôme d'établissement ne vaut rien. Le diplôme d'établissement aujourd'hui à Polytechnique ou ailleurs, il permet de mettre en place des frais d'inscription, soyons clairs. Et le diplôme national est le seul diplôme reconnu, y compris à l'étranger. Et j'ai été faire le tour des pays nordiques il n'y a pas très longtemps. Ils m'ont expliqué qu'ils n'auraient jamais mis en place d'accord de double diplôme avec Polytechnique si Polytechnique n'obtenait pas le grade de licence. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement clair. Donc moi, ma question au fond, c'est pourquoi pas conserver des doubles diplômes nationaux sélectifs. Là, je ne remets pas en cause la question de la sélection, on pourra en discuter par ailleurs, mais des doubles diplômes nationaux sélectifs sur la base de droits d'inscription qui sont définis au niveau national. Oui, en ce moment, on travaille beaucoup sur la professionnalisation des formations du supérieur, en particulier pour permettre la sortie d'étudiants à la fin de la licence. Est-ce que les formations d'accompagnement un peu particulières dont vous avez parlé correspondent à ce type de filière, et est-ce que ça ne risque pas aussi finalement de faire un tri en amont des étudiants en disant ben voilà, il y en a une partie qui va s'arrêter en L3 puis les autres pourront continuer? Oui, je ne sais pas si c'est une question ou une remarque, mais toujours sur ce même thème de pourquoi 2 diplômes de l'université Paris-Saclay et puis le diplôme de licence unique pour les étudiants de l'école universitaire. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser, et je ne dis pas que les personnes qui sont à la tête de Paris-Saclay ont forcément des mauvaises intentions. Je ne doute pas que certaines veulent effectivement améliorer le recrutement à l'université au détriment des classes prépa. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que la conséquence de tout ça et la raison pour laquelle ce gouvernement favorise cette expérimentation de Paris-Saclay, et il y a la même chose à Lyon, c'est quand même pour avoir un système qui matérialise la ségrégation entre 2 catégories sociales, à savoir les premiers de cordée d'un côté et puis la plèbe de l'autre, et que ces gens-là ne veulent surtout pas se mélanger, que les enfants des classes dominantes ne veulent surtout pas
plutôt les parents des classes dominantes ne veulent surtout pas que les enfants soient mélangés avec les enfants issus de catégories défavorisées. Et je ne peux pas m'empêcher qu'il y a quand même un projet politique derrière. Voilà. J'ai juste 2 sous-questions. La première sur ce qui se met en place un peu partout, à Paris-Saclay, où moi je suis de Paris Diderot et je connais un peu aussi les mêmes soucis, c'est l'avalanche de réformes qui tombent de la part du ministère, sans constat, sans bilan, sans analyse de ce qui se passe. Je donne un exemple. Sur le constat que vous avez posé, je suis d'accord avec vous, il y a un problème de diversité des attentes et des capacités des étudiants par rapport à une offre de formation qui serait uniforme. Alors très bien, on sait qu'une des contradictions totales du système français, c'est les fameux IUT et BTS, des personnes qui auraient des moyens de réussir brillamment à Bac+3, mais qui n'ont pas vocation à faire une thèse, ne passent pas de façon prioritaire par rapport à d'autres, en IUT en particulier. Pourquoi, au niveau de Paris-Saclay, cette chose-là n'est-elle pas faite? À savoir qu'on dit, voilà, la priorité en IUT sera donnée, c'est courageux, parce que ça fait 30 ans, je ne sais pas si vous le savez, sur les IUT, 85% de sciences dures, 85% des gens en IUT vont à Bac+5. D'accord ? Donc ceux qui voudraient s'arrêter à Bac+2 ou à Bac+3 après une licence pro n'y ont pas accès. Et après, on demande à l'université, elle, de valoriser ces profils-là et de les épanouir. C'est une vraie contradiction. Donc au lieu de mettre un mécano industriel avec l'EU, un PC, ce genre de choses, pourquoi on ne laisse pas les doubles licences? Parce que contrairement à ce qu'a dit Denis Hulmeau, c'est pas... moi les échos que j'ai des doubles licences à Paris-Saclay, elles marchent très bien. Et par rapport à l'objectif de siphonner un petit peu les classes prépa, ça se passe plutôt pas mal, si j'ai bien compris. Donc il n'y avait pas de raison de les remettre en cause fondamentalement. Donc pourquoi, au lieu de se focaliser là-dessus, on n'essaie pas de voir ce qu'on peut faire? Parce que sur la sélection, il y a d'autres aspects qui viennent se greffer dessus. Il y a le fait, je ne sais pas si vous le savez, qu'il n'y aura plus de sectorisation. Enfin, il n'y a plus, c'est pas il n'y aura. Il n'y a plus de sectorisation au niveau de l'Île-de-France, ce qui veut dire que le côté sélectif va être renforcé. J'ai peur que ça nous fasse très bientôt de nouveau des espèces de ghettos d'étudiants moins bons et on peut imaginer où ils vont aller, on va voir. C'est les échos que je commence déjà à avoir, en tout cas au niveau de Paris Diderot. Je pense que tout ça, l'intérêt de Paris-Saclay devrait permettre au moins de réfléchir à ça et de dire à la ministre en particulier, quand on est à la CPU, mais peu importe les personnes qui y siègent, de façon générale, vous nous envoyez un déluge de réformes de façon autoritaire. D'un autre côté, vous nous dites qu'il y a les rues. Est-ce qu'on peut se poser 2 secondes pour savoir un peu où on met les pieds, où on va? Tout ce qui est fait en ce moment a un caractère irréversible. Donc j'aimerais bien qu'on y réfléchisse à 2 fois, que les gens qui ont du talent et qui sont aux responsabilités, vous, toutes les 4 vous y avez été ou vous y êtes, puissent enfin se poser 2 secondes et réfléchir un peu à ce qu'on fait. Le fait de toujours mettre des boîtes et voir après comment on se contorsionne avec la fameuse phrase « quel est le cadrage ?» et voir comment on rentre dans ces boîtes-là, je trouve que c'est antinomique avec notre façon de penser l'université. Et je comprends bien qu'il y a des tensions actuellement avec les financements des collègues au nom d'avoir un financement et de sécuriser leur quotidien. Je comprends bien. Ils disent j'ai pas le temps de réfléchir. Mais il faut bien voir où on va. Et la marchandisation de l'enseignement supérieur, c'est pas un vain mot. On a quand même trouvé le moyen de poser un brevet mondial. On a créé 2 universités à 800 mètres de distance, à visibilité mondiale. Il fallait le faire. On a réussi à le faire. Je dis pas que les responsabilités sont partagées. Elles sont peut-être, si j'ai bien compris, plutôt du côté d'X à chercher qu'ici. Mais pour autant, c'est quand même bien la preuve qu'il y a quelque chose qui va pas. On pourrait se poser 2 secondes, dire au ministre, écoutez, vous allez vous calmer 2 secondes, on va réfléchir ensemble, on va poser un bilan, on va voir quelle est aujourd'hui la situation, et après on embraye. Là, on est dans une fuite en avant et qui conduit, que vous le vouliez ou non, j'ai aucune raison de vous faire un procès d'intention, à une université à 2 vitesses. On va vers ça. Et ça sera vrai aussi pour la CURIF. Je ne sais pas si tout le monde connaît la CURIF. Non. Confédération des universités de recherche intensive françaises. On a inventé un nouveau concept. Il y en a 20. Et puis il y a les autres. Les 65 autres. C'est pareil, je veux dire, cette fuite en avant au nom de capter des fonds, tout ça, je peux le comprendre, mais c'est dommageable par rapport à des gens qui sont à la tribune ici, de bonne volonté, qui ont envie de faire des choses dans l'intérêt des étudiants, y compris les très bons, il n'y a pas de raison de non plus de les ostraciser, mais prenons le temps de souffler. Et cette fuite en avant, moi je la subis particulièrement à Paris Diderot, mais on n'a pas le monopole. Je dis casse-cou, parce qu'on a des gens de bonne volonté, ces gens-là vont finir par rendre leur tablier, et je demande bien ce qu'on fera, et ce sera trop tard pour y réfléchir. Je me permets juste de prendre la parole en ayant un point de vue un peu décalé. Je ne comprends pas tous les débats que je trouve par ailleurs passionnants, parce que je ne suis pas suffisamment insider, mais c'est vraiment extrêmement intéressant. Je voudrais juste dire, et c'est aussi un peu en écho, c'est pas un contrepoint, c'est juste je trouvais très intéressant évidemment la présentation du collègue sur la marchandisation, etc. Je voudrais reprendre plusieurs choses qui ont été dites là pour qualifier de manière complémentaire le moment historique dans lequel on est placé aujourd'hui dans l'enseignement supérieur en France.
L'enseignement supérieur, il est marqué, et c'est tous les débats qu'il y a là depuis une vingtaine de minutes autour de cette présence, cette dichotomie des classes préparatoires et l'université. Et on voit bien que l'une des questions, c'est ok, comment on fait pour gérer ça et éventuellement comment on fait pour en sortir. Je crois qu'en fait, je suis pas sûr qu'on soit en train d'en sortir, mais en tout cas, moi, ça fait peut-être 20-25 ans que je me pose cette question-là. Quand est-ce que ça va s'arrêter, ce truc ? Et je ne voyais absolument pas les ressorts qui faisaient que ça pourrait s'arrêter. Et je crois qu'en fait, les ressorts sont un petit peu, en tout cas pour moi, ils sont totalement inattendus. C'est pas du tout venu en fait d'une remise en cause par le haut. C'est en train d'être remis en cause assez fortement par le bas et par le choix des enfants de la classe dominante. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, un gamin fort en thème qui grandit à Versailles ou dans le 13e arrondissement de Paris, il ne se dit pas forcément « je veux rentrer en classe prépa à Louis-le-Grand ». Il y a deux dispositifs de mise en concurrence très forts. C'est d'une part les formations sélectives immédiatement post-bac. Ça peut être le cas, on en parlait tout à l'heure avec toi, des écoles. Ça peut être le cas des doubles licences. Et il y a un autre, évidemment, espace qui concurrence directement les classes préparatoires, c'est les grandes universités européennes. Bon. Et ça, je crois, c'est pas une manière de dire c'est bien, c'est mal. Et je vous dirai certainement pas comment il faut se placer dans votre débat qui est passionnant là-dessus. Ce que je veux juste dire, c'est que là, on est en train de vivre une transformation qui est une transformation vraiment très, très, très profonde du champ de l'enseignement supérieur français, qui est dans cette situation-là depuis plus de 100 ans, je veux dire depuis 150 ans peut-être. Et donc la transformation qu'on est en train de vivre sous ce jour, en l'espace de quelques années, là, en tout cas en ce moment, je ne sais pas jusqu'où elle va aller, mais elle est vraiment très profonde. Et je crois qu'il ne faut pas juste se tromper sur ce moment-là. Je ne suis pas sûr que ça va avancer beaucoup le schmilblick, mais je voulais dire ça, parce qu'il me semble que ça éclaire la situation peut-être un peu différemment, c'est tout. Voilà. Le débat est quand même riche et il y a vraiment plein de choses sur le sujet. Mais je ne veux pas non plus vous retenir trop longtemps. Alors, merci à ceux qui ont parlé lors de la table ronde. Merci à ceux qui sont intervenus avant. Merci à mes collègues du Centre d'Alembert. Merci à vous, le public. Et puis, elle n'était pas là, donc merci Véronique Luec pour l'organisation. Oui, elle n'était pas là ce matin quand elle a été remerciée.